Il est minuit 30, ici à Paris, 2 heures de moins à Yamoussoukro. Merci d'écouter RFI. Place à toute l'actualité africaine avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Au Gabon, l'opposition a épuisé ses recours pour faire invalider la candidature d'Ali Bongo. La Cour constitutionnelle autorise donc le président sortant à briguer un nouveau mandat. Ce sera le 27 août. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso tournent la page après un an de brouille. Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue, le président Ouattara, sont réunis pour la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. Un sommet à Yamoussoukro, la lutte contre le terrorisme sera largement évoquée. Et puis au Mali, grève au sein de la magistrature, le travail des tribunaux a été perturbé. Reportage dans ce journal. Dans la seconde partie de cette édition d'Afrique Soir, le sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso de Yamoussoukro. Outre les dossiers politiques, sécuritaires, diplomatiques, les chefs d'État discutent également d'économie. Ali Traoré est le président du cabinet burkinabé de conseil en transport et logistique. Il est l'invité d'Afrique Soir. Et c'est Hugo Moissonnier qui nous parlera de l'actualité sportive. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Enfin, ce sera le zapping d'appel sur l'actualité au menu chez Juan Gomez. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso après une année de brouille qui apparaissent apaisées à Yamoussoukro. Vous écoutez RFI, Afrique Soir, bienvenue. Au Gabon, les opposants n'ont plus de recours contre la candidature d'Ali Bongo. La Cour constitutionnelle a en effet rejeté les procédures lancées par 3 opposants contre le dossier du président gabonais. Il est candidat à sa propre succession pour la présidentielle qui se déroulera le 27 août. Les précisions de Sébastien Nemeth. La décision de la Cour n'est pas une surprise pour les opposants qui la surnomment la Tour de Pise. En effet, elle pencherait toujours du même côté, notamment parce que ces juges sont nommés par les présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, tous issus du parti au pouvoir PDG. Aucun recours n'est possible contre cette décision. Zachary Miboto, président de l'Union nationale, promet toutefois que l'opposition ne baissera pas les bras. Il appelle à une réunion rapide pour décider des prochaines actions à mener, sans préciser lesquelles. Léandre Nwekiki, secrétaire national du parti au pouvoir PDG, estime lui que les 9 juges ont appliqué le droit et que les opposants menaient cette bataille simplement par vengeance contre Ali Bongo, qui en arrivant au pouvoir leur aurait retiré leurs privilèges. Il n'empêche, si la candidature du chef de l'État ne peut plus être contestée, ce n'est pas la fin des procédures contre lui. Au Gabon, des opposants ont porté plainte devant les tribunaux civils pour contester ses origines gabonaises. C'est le cas de Luc Bengononsi du parti Morena et de Jean de Dieu Moukani Ouangou de l'UPG. Sans compter une procédure identique lancée en France par la demi-sœur du président Onaïda Maïcha Bongo. Des dossiers judiciaires tributaires de la lenteur des tribunaux alors que la présidentielle se tient, elle, dans moins d'un mois. Sébastien Nemeth. C'est une affaire qui fait du bruit en République démocratique du Congo. La juge Chantal Ramazani-Wadzori, celle qui a condamné l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison pour spoliation immobilière, la juge dénonce des pressions physiques et morales subies durant ce procès. Une accusation écrite dans une lettre adressée au ministre de la Justice et datée du 25 juillet. La présidente du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi met en cause sa hiérarchie ainsi que l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Laure Broulard. J'ai été menacée de révocation et d'emprisonnement, écrit la juge Ramazani, affirmant qu'elle a été obligée de condamner Moïse Katumbi avec comme objectif d'obtenir son inéligibilité. Des pressions exercées selon la lettre par l'ANR, le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi et la présidence de la République. Elle fait ensuite état de toute une série d'irrégularités dans la procédure, un dossier jamais examiné juridiquement, un prononcé rendu en moins de 24 heures ou encore des faits prescrits depuis plus de 10 ans. En conclusion, la juge sollicite l'annulation du dit jugement. Réponse de l'ANR dans un communiqué. L'administrateur général, Kalev Mutonde, directement mis en cause, n'a jamais eu de contact avec la juge. L'agence met en doute l'authenticité du document. Elle dénonce une véritable hérésie juridique, une machination politicienne pour dédouaner le candidat Moïse Katumbi et demande à la justice qu'une enquête soit ouverte. Pour l'instant, en tout cas, personne ne sait où se trouve la juge Ramazani, qui ne s'est pas exprimée depuis que la polémique a éclaté. Laure Broulard. À Genève, le comité de l'ONU contre la torture examine la situation au Burundi, une procédure exceptionnelle. Durant 2 jours, les membres du comité vont interroger une délégation burundaise dirigée par la ministre de la Justice. Ils vont l'interroger sur l'avancée des enquêtes
enquête concernant les violations des droits de l'homme. Des questions qui portent en particulier sur les allégations portées contre les services de renseignement et les Imbonerakure. Les autorités burundaises ont tardé à remettre leur rapport et les autorités estiment que ces accusations de torture sont, je cite, exagérées. Dans le même temps, au Burundi, cela fait une semaine qu'un journaliste a disparu. Jean Bigirimana travaille pour le journal Iwaku et pour Info Grand Lac. Selon la presse locale, il a été arrêté par les services de renseignement à Bugarama, dans la province de Muramvya, qui se trouve dans le centre du pays. Mais la police dément, assurant qu'il n'a pas été arrêté et qu'une enquête est ouverte. L'ONG Reporters sans frontières demande sa libération immédiate. Et dans une vidéo publiée par la rédaction d'Iwaku, Godbert Akizimana, la femme de Jean Bigirimana, apparaît en compagnie de ses 2 enfants et elle lance un appel pour la libération de son mari. Depuis 6 jours, nous sommes sans nouvelles de Jean, mon mari, le père de mes enfants. De grâce, Jean est un homme bien, c'est un journaliste qui fait son métier. Il n'a jamais fait de mal à personne. Je demande à ceux qui le détiennent de le relâcher. Nous vivons dans l'angoisse. Pensez à moi, à ma famille et à mes enfants. Pour l'amour de Dieu, rendez-nous Jean. Godbert Akizimana, la femme de Jean Bigirimana, journaliste burundais, a disparu depuis maintenant une semaine. À Yamoussoukro se tient la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et c'est un sommet qui doit entériner la réconciliation entre Abidjan et Ouagadougou. 1 an de tension depuis la chute du président Blaise Compaoré qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Une crise diplomatique qui a perturbé les premiers mois de la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État burkinabé exécute donc son premier déplacement chez son voisin ivoirien, marquant une nouvelle page de la diplomatie des 2 pays, et il a été accueilli cet après-midi par son hôte et homologue Alassane Ouattara. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'effectuer cette visite à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Les liens entre les 2 pays sont bien connus, c'est des liens étroits, des liens de tout genre, des peuples, la géographie, des cultures. Et c'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Vous savez, quand la coopération s'accélère, ceci se fait surtout dans l'intérêt des peuples. Et le président Kaboré, en effectuant cette visite, nous permettra de reprendre tous les dossiers en cours. Et parmi les dossiers évoqués par le président ivoirien, celui de la lutte contre le terrorisme qui a été examiné en priorité dès le début du sommet. Les 2 pays ont en effet été victimes d'attentats en début d'année à Ouagadougou et Grand Bassam. On écoute le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Cette question est une question déjà qui a été prise en compte par nos 2 pays et même élargie au Sénégal, au Mali également, puisque nous avons tenu 2 réunions de concertation. Et nous sommes maintenant, même si avant on était un peu dubitatif suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos 2 pays, nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. Le président burkinabé Frédéric Guerra à Yamoussoukro, le terrorisme sera donc le sujet principal de discussion, mais les 2 présidents ont bien d'autres thématiques sur lesquelles se pencher. La question du terrorisme et des moyens de lutter contre celui-ci sera évidemment abordée par les 2 pays et par leurs chefs d'État. Mais l'objet de ce sommet, de ces sommets de manière générale de traités d'amitié et de coopération, porte aussi et surtout sur des thématiques économiques, des sujets qui marquent l'interdépendance entre les 2 pays, ainsi la rénovation du chemin de fer entre Ouagadougou et Abidjan, la construction d'une autoroute qui faciliterait le transport des biens et des personnes entre les ports d'Abidjan, de San Pedro et le Burkina Faso, la construction d'un pipeline et l'amélioration de la fourniture d'électricité au Faso par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour l'aspect coopération, pour l'aspect échange économique, mais cette visite du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est aussi le moyen de rencontrer les Burkinabés de Côte d'Ivoire, et ils sont, vous le savez, très nombreux en Côte d'Ivoire, au bas mot 3 millions dans le pays, des Burkinabés qui ont acclamé le président Kaboré et qui lui ont, dans le même temps, réclamé, lors d'une réunion, qui lui ont réclamé donc le droit de pouvoir voter au prochain scrutin, qu'il soit présidentiel ou pour des référendums à venir, un droit qu'ils n'ont toujours pas à l'heure où nous parlons.
Frédéric Guerra à Yamoussoukro dans Afrique Soir. Nouvelle étape de la procédure judiciaire visant 3 anciens ministres du président Jacques Chirac dans l'affaire du bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire. C'était en 2004. Selon les informations du RFI, la demande de la juge d'instruction de renvoyer Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République a été transmise au parquet de la Cour de cassation. C'est désormais au procureur général de se prononcer, soit mettre fin à la procédure, soit saisir la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui, elle, devra dire si, oui ou non, il y aura un procès. Pour la juge d'instruction, les 3 ministres français ont entravé le travail de la justice après le bombardement qui a tué 9 soldats français et un ressortissant américain. C'était le 6 novembre 2004 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Au Mali, une grève des magistrats a perturbé le fonctionnement de nombreux tribunaux aujourd'hui. Le syndicat autonome de la magistrature, principale organisation professionnelle de juges, réclame une hausse des salaires, des indemnités et l'octroi de primes de risque et de recherche. Reportage à Bamako de Serge Daniel. Le deuxième jour de grève de 72 heures des magistrats maliens est largement suivi. Chose vue à Bamako, tribunal par exemple désert, pas d'audience dans des commissariats de police. Les interpellés qui devaient être déférés devant la justice attendent la fin de la grève. À la prison civile de Bamako, pas de nouveaux détenus et pas de libération provisoire. À l'intérieur du pays, l'appareil judiciaire est également paralysé. Et une première, la cour d'assises qui se tient à Kaï dans l'extrême ouest du Mali, a interrompu ses travaux, les magistrats là-bas suivant également le mot d'ordre de grève. Le président du syndicat autonome de la magistrature revient sur les causes du débrayage. Cheikh Mohamed Chérif connaît. La justice malienne traverse de sérieuses difficultés. Les conditions de travail laissent à désirer. Il y a des textes internationaux qui prévoient des normes minimales par rapport au traitement des magistrats. Et le Mali reste le seul à faire l'exception. Pourquoi, à votre avis ? Bon, c'est la mauvaise foi du gouvernement. Côté gouvernement, on récuse le terme de mauvaise foi et on affirme ne pas fermer les portes des négociations avec les grévistes. Serge Daniel, Bamako, RFI. Le Programme alimentaire mondial lance un avertissement. Si la communauté internationale ne se mobilise pas pour augmenter ses ressources financières, l'institution suspendra en septembre son assistance à des milliers d'enfants souffrant de malnutrition. Une menace conditionnée par l'urgence de la situation. Le PAM a besoin d'environ 20 millions d'euros pour venir en aide aux plus vulnérables. Et selon Benoît Thierry, le représentant du PAM à Niamey, les rations destinées aux enfants nigériens ont déjà été réduites. Depuis quelques mois, par exemple, pour les enfants qui sont dans les centres de traitement de la malnutrition modérée, nous avons coupé les rations de moitié. Et en fait, à partir du mois de septembre, nous n'avons plus de rations du tout. Donc j'ai informé aussi les autorités du pays qui ont fait un appel aux donateurs aujourd'hui. Plus de rations du tout. Pour ce qui est de la nutrition, oui, c'est pour ça qu'on essaye d'attirer beaucoup d'attention parce qu'en plus on est en pleine période de soudure, c'est-à-dire la période la plus difficile, là où les pics de malnutrition sont déjà les plus élevés au Niger. Donc il faut savoir qu'on a un taux qui est très proche des 15% de malnutrition modérée chez les enfants, qui est le taux d'urgence déclaré par l'OMS. Et donc, si on ne peut pas continuer les programmes de soins des enfants qui sont malnutris modérés, on peut aller vers une urgence assez sévère avec beaucoup d'enfants qui risquent de basculer dans la malnutrition aiguë sévère qui est beaucoup plus chère et beaucoup plus difficile à traiter. Benoît Thierry du Programme alimentaire mondial à Niamey au micro de Michel Arsenault. Au Zimbabwe, 2 figures de vétérans des anciens alliés de Mugabe ont été arrêtées hier dans la soirée. Ces alliés traditionnels du président zimbabwéen et qui l'ont porté au pouvoir il y a 36 ans après la guerre de libération se sont retournés il y a une semaine contre le chef de l'État. Ils accusent Robert Mugabe d'être à la tête d'un régime dictatorial. Des critiques qui s'ajoutent au climat social et économique très tendu dans le pays qui a connu une série de manifestations sans précédent. Face à cette situation, le président Mugabe a riposté à travers un discours à Moriochar. 45 minutes de discours au vitriol, c'est comme ça que Robert Mugabe a voulu répondre aux critiques grandissantes. Alors d'abord, il y a eu le pasteur Mawarire, le chef de la Fronde citoyenne du début du mois. « Je ne tolérerai pas ces bêtises bâties sur la religion », a adressé Mugabe au pasteur aujourd'hui exilé en Afrique du Sud. Ensuite, c'est les anciens combattants à qui il a promis, je cite, une punition sévère, réitérant qu'une enquête était en cours pour déterminer les auteurs du communiqué de jeudi dernier. Et la purge parmi ceux-ci a déjà commencé. Hier soir, leur porte-parole et leur secrétaire général ont tous deux été arrêtés par la police. Motif invoqué selon leurs avocats joints par RFI, insulte au président et subversion.
Un analyste explique que Mugabe, par ce discours, veut solidifier le groupe de la génération 40, ces hommes et ces femmes politiques menés par Grace Mugabe pour la porter au pouvoir à la suite de son mari, et ce, au détriment du vice-président actuel Mnangagwa, soutenu lui par les vétérans. Mais le chercheur conclut, quelle que soit la manœuvre, elle est totalement irresponsable au vu de la situation économique qui ne cesse d'empirer au Zimbabwe. Amaury et Auchard, vous écoutez RFI, il est 22h45 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Céline Pellarin. Restez à l'écoute de la radio du Monde. Les sports, ce sera dans quelques minutes et c'est Hugo Moissonnier qui sera avec nous. Mais tout de suite, place à l'invité d'Afrique Soir. Et c'est une actualité dont nous parlions un peu plus tôt dans ce journal. En Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro plus précisément, se déroule la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et vous les avez entendus, les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara vont débattre principalement de lutte contre le terrorisme. Mais cette rencontre, les enjeux sont également économiques. Il y a en effet le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et enfin l'approvisionnement en hydrocarbures du Burkina Faso. Pour en discuter dans Afrique Soir, Ali Traoré, c'est le président du cabinet ITL, cabinet burkinabé de conseil en transport et logistique. Il est l'invité d'Amaury Auchard. Ali Traoré, bonjour. Bonjour. RFI, bonjour. Quel est l'état aujourd'hui du secteur des transporteurs routiers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? Il y a quand même des difficultés en matière notamment l'état de la route et également au niveau des tracasseries. Les informations qui nous parviennent font état de difficultés, notamment beaucoup de points de contrôle sur le corridor et également avec des passagers qui disent qu'ils sont obligés de payer quelque chose, même s'ils ont des papiers à jour. Il faut sensibiliser les passagers qui doivent avoir les documents de voyage à jour, également sensibiliser les forces de contrôle sur ce corridor-là, qui est quand même un corridor très important pour le Burkina, parce que vous savez que c'est le seul corridor qui est relié par le chemin de fer également entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous allons dans d'autres ports, comme le Togo, le port de Lomé, qui est quand même très important également en matière de transport, en matière de prix, de post-acheminement de marchandises. Nous allons aussi au Ghana, on va aussi au Bénin. Mais la Côte d'Ivoire quand même bien en tête en termes de trafic à l'importation et même à l'exportation du corridor. La dernière conférence du traité d'amitié et de coopération a fait état d'un programme de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Est-ce de bon augure pour les transporteurs burkinabés ? Exactement. La dernière conférence avait non seulement cela, mais avait créé un comité conjoint pour suivre la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je crois que cette conférence, ça devait être lieu effectivement de faire une évaluation de ce qui a pu être fait par rapport à des comités conjoints là pour suivre la fluidité. Parce qu'il y a quand même des difficultés sur la route et puis également les questions liées au corridor, notamment l'état de route qui quand même pose un problème. Je crois qu'à cela, il faut aussi voir que la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou est une très bonne chose et qui permettra de fluidifier et surtout de redynamiser le trafic routier entre les deux pays. Je crois que les études, ce que nous avons comme de finalité sont en cours et également la recherche de financement pour la construction de cette autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Quand on sait que l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan existe déjà et est très bon à pratiquer. Nous attendons beaucoup de ce traité. Depuis la 4e conférence, il a fallu maintenant que c'était la 5e conférence. Nous attendons beaucoup de ce traité pour encore renforcer les liens et dynamiser les liens entre les deux États, les deux pays, les deux peuples, et notamment au niveau du secteur des transports et de la logistique. Est-ce que le projet de pipeline entre Bouaké et Ouagadougou n'aura pas de conséquences néfastes sur les transporteurs burkinabés d'hydrocarbures ? Oui, bien sûr, puisque si le projet de pipeline se réalise, effectivement, il y aura une réduction de la distance entre le point de chargement et jusqu'au Burkina, destination, ce qui peut créer des problèmes. Mais c'est vrai, mais je pense aussi que il y a d'autres corridors et il y a la question de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Je pense que les discussions seront menées sûrement avec les transporteurs pour voir comment au mieux orienter les choses afin qu'ils ne puissent pas avoir trop de difficultés dans la gestion de leur part. Voilà. Mais ce que je peux également dire, c'est qu'au niveau de ce que nous avons en information, il y a 12 projets d'accord qui sont à soumettre au Conseil conjoint de gouvernement. Et parmi ces
la 5e conférence du sommet TAC, du sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et en matière de transport, ce que nous mettons, il y a 3 points qui concernent l'accord de service aérien entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, l'accord de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et le 3e point, c'est l'accord de facilitation des activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, ce qui est important également en matière d'échange entre les deux pays. Puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de Burkinabés, plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a besoin du Burkina Faso et le Burkina Faso a besoin de la Côte d'Ivoire dans le cadre des échanges et de l'intégration entre les deux pays. Ali Traoré, merci. Merci beaucoup. Merci RFI. Le président du cabinet burkinabé de conseil en transport et logistique, il était ce soir l'invité d'Amaury Ochard. À la une de l'actualité internationale en France, 2 jours après l'attentat à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'enquête progresse avec l'identification du second tueur. Un jeune homme fiché depuis peu pour radicalisation et dans le même temps, la commune de la banlieue de Rouen a rendu un hommage émouvant au prêtre tué. Le Conseil d'État français a rejeté la demande de suspension de la vidéosurveillance de Salah Abdeslam, le seul membre présumé des commandos djihadistes du 13 novembre, encore en vie. Le Conseil d'État estimant que cette vidéosurveillance ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée. Le pape François a exhorté les jeunes à accueillir les migrants et les réfugiés, prenant une nouvelle fois le contre-pied du gouvernement polonais au cours de la 2e journée de sa tournée dans le pays. En Syrie, le chef du front Al-Nosra a annoncé que la branche syrienne d'Al-Qaïda rompait ses liens avec le réseau djihadiste. Le front Al-Nosra continue pourtant d'être considéré comme un groupe terroriste et une menace pour les États-Unis. Malgré cette rupture, c'est ce qu'a indiqué l'administration américaine. Le journal des sports, Hugo Moissonnier, bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et on commence avec le football. Les cérémonies d'adieu à Stephen Keshi ont débuté ce jeudi au Nigeria. Celui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur en 1994, puis en tant que sélectionneur en 2013, va rejoindre sa dernière demeure, comme on dit. Ce jeudi avait lieu une messe à Benin City, au sud-ouest du Nigeria. C'est là que Stephen Keshi est décédé le 8 juin dernier à 54 ans. La famille et les proches du Big Boss, comme on le surnommait, mais également des anciens coéquipiers de la génération 94, comme Peter Rufai ou Uche, étaient présents. Le corps de Stephen Keshi a ensuite été rapatrié à Asaba, dans le sud du pays, pour être exposé dans le stade qui porte son nom. Il sera inhumé ce vendredi, non loin de là, à Ila, son village natal. Alors bien sûr, de nombreux grands noms du football nigérian et africain dans son ensemble ont été très affectés par cette disparition brutale, même ceux qui n'ont pas fait le déplacement pour ces funérailles, à l'image du défenseur Joseph Yobo. Il compte près de 100 sélections avec les Super Eagles. Joseph Yobo, il a remporté la CAN en 2013 et atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde en 2014 sous les ordres du Big Boss. Et il a tenu à témoigner au micro de RFI une dernière fois sa reconnaissance envers son ancien mentor. Il était très charismatique, c'est pour ça qu'on l'appelait le Big Boss. Il fallait vraiment une grande personnalité et du caractère pour mener une équipe comme il l'a fait. C'était vraiment quelqu'un d'impressionnant, nous étions vraiment très proches. Depuis mon adolescence, il a toujours cru en moi. Très rapidement, alors que j'étais très jeune, il a vu que je serais un jour capitaine des Super Eagles. Pour moi, il était comme un père ou un grand frère. Quand je pense à ma carrière, je suis obligé de penser à Stephen Keshi. Son impact a été décisif. Je suis toujours sous le choc. Joseph Yobo au micro d'Ishiaka Adegboye. Et puis au Tchad, les réactions s'enchaînent suite à la suspension de la Fédération de football prononcée par le ministère des Sports. Décision officialisée ce mercredi et motivée par un manque de résultats ainsi qu'une mauvaise gestion financière. Alors le football tchadien, on le sait, est en grande difficulté, notamment depuis que les Sao ont jeté l'éponge en plein milieu des éliminatoires de la CAN 2017. C'était fin mars, officiellement par manque de moyens. Alors ce forfait a entraîné des sanctions pécuniaires et sportives. Le Tchad est d'ores et déjà suspendu, par exemple pour les éliminatoires de la CAN 2019. Alors résultat, des dirigeants de clubs, des anciens joueurs regroupés sous la bannière du collectif Sauvons notre football se félicitent ces dernières heures de voir le ministre des Sports nommer un comité de normalisation pour reprendre en main les affaires de la FTFA et bien sûr un autre son de cloche, celui des dirigeants ou désormais ex-dirigeants de la fédération tchadienne et notamment le président Mokhtar
Mahmoud qui ne comprend évidemment pas cette sanction. Tous les regards désormais sont tournés vers la FIFA, très à cheval sur l'indépendance de ses fédérations membres face au pouvoir politique. Hugo, en Égypte, l'entraîneur du Zamalek démissionne après la défaite de son équipe. C'était en Ligue des Champions. Mohamed Elmi quitte son poste après la défaite face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Ce mercredi, donc en Ligue des Champions, vous l'avez dit, défaite 1-0 à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Le club carotte reste néanmoins deuxième de sa poule avec 3 points d'avance sur les Nigérians d'Enimba et donc en position de se qualifier pour les demi-finales. Par ailleurs, et un peu plus insolite, on va dire ça comme ça, le Zamalek a annoncé la suspension de son capitaine Azem Emam. Ce dernier aurait, tenez-vous bien, menacé un coéquipier avec un couteau de table avant la rencontre donc face au Mamelodi Sundowns. C'est le président du club Mortada Mansour qui l'a annoncé. Effectivement, le marché des transferts se poursuit, lui. Certains joueurs africains en profitent pour changer de club. Et notamment le Congolais Thierry Bifouma. Il reste en France. L'attaquant des Diables Rouges du Congo-Brazzaville quitte définitivement l'Espagnol Barcelone en Espagne pour signer 3 ans à Bastia. L'an passé, on s'en souvient, il s'était relancé en prêt du côté de Reims avec 4 buts en 14 matchs. Prêté en Ligue 1 également l'an passé, l'attaquant international malien Mustapha Yatabare retourne de son côté en Turquie. Alors non pas à Trabzonspor, son ancien club, mais à Kardemir Karabükspor, un club promu en première division turque cette saison et avec lequel il s'est engagé pour 2 années. Et le football, Hugo, toujours en Europe avec des équipes à la lutte pour valider leur billet en Coupe de la Confédération. Alors plutôt l'équivalent de la Coupe de la Confédération. Je vous ai écrit une erreur sur mon texte, Céline. La Ligue Europa, c'est la Coupe de la Confédération européenne. Alors ce mercredi, il y avait le 3e tour préliminaire aller, donc un tour de qualification. Surprise, les Français de Lille ont été accrochés par les Azéris de Kabbalah. Le score final 1-1. Le LOSC peut remercier son Cap-Verdien Ryan Mendes, revenu d'un prêt à Nottingham Forest l'an passé en Angleterre. Il a inscrit le but de l'égalisation à la 47e minute. Le Nigérian Vincent Enyama était bien sûr titulaire dans les buts côté lillois, comme le Marocain Mounir Obadi au milieu de terrain. Merci beaucoup Hugo Moissonnier. C'était le journal des sports. On vous retrouve demain soir, Hugo, pour un nouveau journal. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir préparée avec Vivian Lecuivre. Merci à vous de l'avoir suivi. Un nouveau journal dans 3 minutes. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, ce matin, vous réagissiez aux relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après une année de brouille, elles sont désormais au beau fixe. C'est l'heure du zapping. Ça ne pourra jamais se faire avec le gouvernement Kaboré. Kaboré, il est du sérail de, comment dirais-je, Blaise Compaoré. Dans tous les cas, il ne pourra jamais le punir, étant donné que c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a rendu politique aujourd'hui. C'est une hypocrisie parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un État responsable tel que le Burkina Faso, quand bien même ce fut le gouvernement de transition et l'ancien, comment dirais-je, des mandats d'arrêt, qu'un autre que ce même gouvernement par continuité vienne se dédier. Je trouve que c'est irresponsable, ou bien plutôt, je parle d'hypocrisie parce qu'on ne peut que jeter la poudre aux yeux des peuples. Il y a une situation qui est là, qui est claire, qui est vécue. Tout le monde l'a su. Voici de cela défini. On la connaît. Que ceux qui sont accusés viennent s'expliquer, parce que c'est cette impunité-là que les gouvernements burkinabés et ivoiriens ne font que brandir à chaque fois qu'ils sont concernés. Les deux pays, comme les autres auditeurs l'ont dit, sont liés par des relations qui sont séculaires. On a des populations très imbriquées. Il y a une forte communauté ivoirienne au Burkina. Il y en a une forte burkinabé qui vit aussi en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que cette relation soit otage des différends liés à des individus. Moi, je dis aujourd'hui, Blaise et Guillaume Soro pensent avoir échappé à la justice au nom de cette réelle politique. Bon. Je crois que la Côte d'Ivoire et le Burkinabé, le Burkina Faso plutôt ferait mieux de s'entendre et avoir de bons rapports. Parce que ceux qui sont en ce moment à la tête de nos deux États sont des personnes qui vont passer. Elles vont plutôt passer un jour et la population et les deux pays resteront. Il faudrait que la Côte d'Ivoire et le Burkina puissent garder des liens solides même après le passage de ces personnes à la tête des deux pays. Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour la libre antenne. Rejoignez-nous pour commenter l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70.
RFI, la sélection du mois. Mamadou Barry. Calypso Rose. In the end, Tina was buried by the church where she got married.